Juste quelques mots en fait, parce que le banquet était placé sous le titre en gros de la République, de la monarchie et des ouvriers, et quelques rappels en définitive pour montrer que nous, royalistes, nous avons des choses à dire et nous avons à montrer ou à démontrer que l'histoire n'a pas été très heureuse pour les ouvriers lorsque c'était la République qui tenait les rênes du pouvoir. Je voudrais repartir juste à cette date, celle du 14 juin 1791. Alors, le 14 juin 1791, c'est la pleine époque de la Révolution, le pouvoir royal a du mal à pouvoir s'exercer librement, et c'est le moment où la Révolution, dont on nous vante toujours les mérites, va commettre sans doute le plus grand crime contre les ouvriers, contre les associations ouvrières, contre les droits sociaux. Le 14 juin 1791, c'est la loi Le Chapelier. Celle-là même qui décide que désormais les corporations, les associations disparaissent et surtout que toute association d'ouvriers sur leur, selon la formule, prétendu intérêt commun est désormais interdite. C'est-à-dire que désormais l'ouvrier est livré seul au pouvoir de l'argent, au pouvoir de celui qui a la liberté de donner du travail, non pas à celui ou à celle plutôt du travailleur lui-même. 14 juin 1791, cette loi Le Chapelier, c'est véritablement la naissance du prolétariat contemporain en France. Désormais, l'ouvrier est seul face à l'argent. La liberté du travail, c'est celle qui est énoncée par cette loi Le Chapelier. La liberté du travail, c'est la liberté de ceux qui ont les moyens de le payer. C'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Le 19e siècle, ce fut donc l'application de cette loi du 14 juin 1791 et tout le 19e siècle, le siècle de l'industrialisation, le siècle de l'urbanisation, le siècle aussi de la prolétarisation, sera aussi le siècle pour les catholiques sociaux, pour les royalistes, de la reconquête, de la tentative de créer un droit social, la reconquête des droits sociaux, la reconquête d'une protection des travailleurs contre le capital libre dans ce monde où la liberté s'apparentait plutôt à celle, comme je le disais tout à l'heure, du renard libre dans le poulailler libre. Les catholiques sociaux ont fait beaucoup justement pour la sanctification du dimanche, le travail, ne pas travailler le dimanche, pour la protection des enfants, des femmes dans le travail, pour la limitation des heures de travail, dans une période où le monde ouvrier était encore minoritaire et n'avait pas encore les moyens de se faire entendre. Si l'on relit La Tour du Pin, si l'on relit Albert Demain, si l'on relit Armand de Melun, si l'on relit Hyacinthe de Gaillard-Bancel et quelques autres, on se constate que les royalistes n'ont jamais été indifférents au sort des plus faibles, au sort des ouvriers, au sort de ceux qu'on appelle les prolétaires. Et que ça soit dans le Triboulet, qui était une revue de caricature royaliste des années 1880-90, que ça soit dans le Panache, que ça soit dans l'Accord social, la revue ouvrière de Firmin Baconnier, royaliste social qui marquera aussi d'ailleurs l'Action française, il y a cette défense constante du monde ouvrier contre une république qui a oublié les devoirs d'un État envers ses enfants. Les temps ont passé et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? Certes, et Dieu merci, la condition ouvrière s'est améliorée. Mais aujourd'hui, dans les crises que nous voyons, eh bien, les ouvriers apparaissent souvent comme la variable d'ajustement, à travers leur salaire ou même à travers leurs emplois. Les délocalisations n'ont pas cessé. Que l'euro soit au plus bas ou pas, les délocalisations continuent, malgré le cas de Renault évoqué il y a peu, qui relocalise une partie de sa production, mais contre d'ailleurs l'avis et contre les directives même de Bruxelles qui font remarquer que ça serait une atteinte à la libre concurrence. La République aujourd'hui
à oublier ses devoirs sociaux. Les monarchistes le lui rappellent. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie ouvriériste comme certains maoïstes à une certaine époque qui allaient jouer à l'ouvrier dans les usines de Flins sans rien y connaître et en partant quelques années après pour faire des bouquins dessus et pour oublier instantanément ce qu'ils avaient bien avant évoqué. Les royalistes aujourd'hui ont un devoir de mettre en avant les droits des plus faibles, les droits autant d'ailleurs des petits producteurs paysans aussi, que des ouvriers, des usines automobiles ou autres, des artisans, des petits commerçants, etc. etc. Il ne s'agit pas de brandir, je dirais, un drapeau contre tel ou tel, contre la grande distribution, contre ceci ou cela, mais simplement de rappeler que les plus faibles ont aussi le droit, et peut-être même plus que nous encore, peut-être plus que les autres, à notre considération et à notre, je dirais, notre protection et à celle de l'État. Les royalistes aujourd'hui se retrouvent souvent à côté, par exemple, des caissières qui se battent pour ne pas travailler, ne pas être obligées de travailler le dimanche alors qu'elles ont une vie de famille. À côté des ouvriers de Renault-Flins, par exemple, ou de Talbot-Poissy, qui craignent de voir leur emploi disparaître parce qu'on leur explique que la production de telle ou telle voiture désormais sera plus, comment dirais-je, rentable, profitable dans d'autres pays où le coût de la main-d'œuvre salariée est bien plus bas. Les royalistes n'oublient pas les plus faibles. Bien sûr, la monarchie que nous proposons ne réglerait pas tous les problèmes. Nous sommes dans une société et dans un monde, entre guillemets, globalisé. Mais le fait d'avoir une monarchie en France qui ne soit pas qu'une monarchie, je dirais, de pacotille, mais une monarchie sociale, active, serait de redonner aux politiques les moyens de limiter les excès de l'économique et les excès de la finance. Pas de solution miracle. La monarchie ne sera jamais présentée comme une espèce de sceptre magique qui ferait disparaître la question sociale, mais simplement une main de justice et une protection à l'égard des plus faibles. Et la monarchie peut être cette institution arbitrale assez forte pour dire aux financiers et à un certain nombre de chefs d'entreprise et même de sociétés mondialisées qu'elles ont des devoirs à l'égard de leurs employés, à l'égard de leurs salariés, à l'égard de leurs ouvriers. Plus qu'un symbole, la monarchie peut agir. Et nous avons un prince d'ailleurs qui n'est pas insouciant de la question sociale, comme j'ai pu le constater en discutant avec lui il y a quelques semaines. Le roi, jadis père des pauvres au Moyen-Âge, il y a un très beau livre qui est consacré, un livre universitaire qui est consacré à ce thème, le roi, père des pauvres, est aussi et d'abord protecteur. Même si cela engage parfois des réformes délicates, même si cela engage parfois à devoir partager, même si cela engage évidemment et d'abord à la justice sociale. Ce n'est pas indifférent que le comte de Paris décédé en 1999, avait créé, animé une petite revue avec d'autres militants monarchistes qui s'appelait Justice sociale. Car la monarchie, si elle ne résout pas tous les problèmes, peut en limiter en tout cas certaines dérives et certains excès. La monarchie, c'est et ça doit être d'abord justice. Et aujourd'hui, la justice, elle doit être d'abord sociale. Monarchie, justice sociale, voici des termes qui sont pour toujours indissociables. Merci de votre attention.